encore un exposé sur le langage ou le TAL en Anity, chez Anity. Et là, on a une équipe mais qui est un peu comme la réponse à la question du Sphinx. Qu'est-ce qui va très vite en recherche, qui va moyennement et qui va très très lentement? Ben, une équipe Anity avec quelqu'un de très vieux, quelqu'un d'un âge moyen et quelqu'un qui commence juste maintenant. Voilà, donc on sera 3. Notre message, c'est que les billets sont partout et dans le langage, ils sont assez particuliers. Et on a regardé un peu on a un corpus de télégrammes de plusieurs canaux sur la révolution à Minsk, en Biélorussie. Et on voit déjà comment les billets marchent. Donc vous avez la même photo là. C'est traduit du biélorusse ou du russe. Donc quelquefois on a utilisé DeepL. Hein, et voilà, donc là vous avez le gouvernement et là c'est les protestateurs. Alors voilà, il y a un effet, un événement, mais deux histoires complètement différentes. Donc notre exposé là-dessus, je vais parler un peu des sources de biais linguistiques. Je vais vous proposer très rapidement et très brièvement un modèle. Start, ok. Un modèle de biais linguistique et quelques conséquences. Puis après, on va passer d'une description vraiment plutôt qualitative à une définition du biais algorithmique dans le machine learning. Et là, Laurent va prendre la parole et il va aussi vous faire un petit exposé sur les projets de loi dans l'Union européenne qui vont impacter, nous croyons directement, les types de machines dont vous avez entendu parler dans la session précédente. En effet, des choses comme GTP3 qui ne sont pas ouverts, où on ne peut pas regarder les biais, où on ne sait même pas quelles sont les données d'entraînement. Ça va être, il va y avoir des régulations assez fortes à ce sujet. Et puis finalement, on va vous montrer quelques expériences sur dans un dataset qui s'appelle Bias in Bios. Donc c'est 400 000 biographies. Et on va vous montrer que voilà, l'échantillage statistique pour trouver des biais, c'est vraiment pas trivial. On a des réponses assez variées et c'est Fanny qui va présenter ça. C'est son travail qui débute sa thèse. Voilà, donc j'ai dit que le biais, alors c'est quoi le biais pour nous? C'est l'idée que vous avez des faits observés peut-être ou racontés déjà et vous voulez tisser avec eux une histoire. D'accord? Donc vous allez vous allez d'abord choisir entre les événements. Et vous n'allez pas tout dire. Donc ça, on sait dans le discours depuis 40, 50 ans qu'il y a beaucoup de liens sémantiques qui ne sont pas explicités. Et donc beaucoup de mon travail a été basé sur ça. Donc le rôle d'un interprétateur, c'est de dire que voilà, il y a des éléments qui sont sous-spécifiés. Il faut que je les remplisse pour avoir mon histoire. Il faut aussi, il y a des choses qui sont ambiguës. Donc, il faut que je les résous. Et je fais ça quand je suis interprétateur en fonction de ce que moi je crois, et en particulier ce que je crois que l'auteur a voulu faire. Donc, vraiment, on est dans un jeu stratégique. Alors, l'auteur, il a aussi son petit toolkit pour véhiculer cette histoire et véhiculer un biais. Il faut décider qu'est-ce qu'il va mentionner, qu'est-ce qu'il ne va pas mentionner. Vous avez vu qu'il y avait deux histoires sur cette
cette protestation sur la place de la Victoire à Minsk. Un récit mentionne les citoyens qui veulent dormir le dimanche et l'autre mentionne la passion pour la liberté et la victoire. Il y a aussi, bien sûr, on sait déjà depuis très longtemps que le biais est véhiculé par les choix lexicaux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des liens entre des faits décrits avec des choix lexicaux. Comment est-ce que vous les mettez ensemble? Et donc, il y a aussi voilà, une partie de la structure discursive d'un texte ou d'une conversation et véhicule un biais. Alors, le modèle qu'on a choisi pour ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille avec des collègues depuis un moment. Je vous ai dit que vous voyez qu'il y a le toolkit de l'auteur. Il utilise ce qu'il utilise en fonction de ce qu'il croit au sujet de l'interprétateur. L'interprétateur utilise ou comble les sous-spécifications et résout les ambiguïtés en fonction de ce qu'il croit sur l'auteur. Donc, vous avez un jeu épistémique et c'est justement ça qu'on a élaboré dans plusieurs articles. Et l'idée, c'est que il y a une différence entre ce qu'on appelle un play, c'est-à-dire ça c'est une suite de signaux linguistiques, peut-être des formes logiques sous-spécifiées, qui sont données par la grammaire. Et puis de ça, on construit une histoire où les sous-spécifications sont résolues. Et cette histoire, c'est une production voilà, de l'auteur et de l'interprétateur. Alors, il y a quelque chose qui est très important, nous trouvons, dans cette histoire de biais, et c'est que il y a une codépendance entre les croyances et les interprétations. Déjà, je vous ai au moins exprimé l'idée plus ou moins obvious, évidente, que voilà, comment on interprète, c'est une fonction de nos croyances. Mais cette interprétation, après qu'elle est confirmée, peut venir renforcer ou déconfirmer nos croyances au fur et à mesure qu'on reste dans un texte. Donc, en fait, on a un cercle de codépendance. Et on modélise ça, pour ne pas rentrer trop dans les détails, avec une fonction de croyance et une fonction d'interprétation sur un play euro, et où je fais appel au type de l'interlocuteur et au type de l'écouteur pour avoir une distribution sur des histoires où je prends une histoire et j'ai une distribution sur les types de l'auteur et de l'écouteur. OK? Donc, quelles sont les prédictions de ce modèle? Ben, il y a des choses qui sont assez évidentes. La première chose, que dès qu'on met des types là-dedans, il y a des identités de personnes, de groupes de personnes qui rentrent en jeu. Et voilà, donc si tu es un type de protestateur, tu vas choisir un langage assez différent du langage de celui qui est du type gouvernement, voilà, ou de gouvernement de Loukachenko. Donc ça, c'est assez évident. Mais il y a aussi une prédiction peut-être un peu moins évidente, c'est que la neutralité devient beaucoup plus difficile à atteindre. C'est quoi finalement un texte neutre? Donc on prend ce petit extrait de télégramme sur jusqu'à 20-30 locaux, oui. Ouais, locaux, avec des enfants étaient convenus dans un parc sur Hibaydeva, la rue Hibaydeva, près de Stella. Et puis après, la police arrive, et voilà, il y a une description la police dit que les personnes avaient 2 minutes pour s'en aller, après lequel
il commençait à forcer les personnes à sortir du parc. Alors, mais on peut lire ce texte de deux manières. On peut le lire déjà avec une assurance que déjà cette convocation, cet rassemblement de personnes est illégal. Et donc les actions de la police sont parfaitement légitimes. Donc, et tu peux aussi prendre l'histoire dans une autre façon, avec un autre jugement moral. Et c'est très dur, voilà, maintenant que les types des interprétateurs entrent dans l'équation de construire un sens complet d'un texte ou d'une conversation, la neutralité devient quelque chose de difficile à atteindre. Il y a aussi une prédiction là, c'est que si on a on a auteur et un interlocuteur, on peut aussi échanger ses rôles. Donc on peut imaginer une extension de notre jeu où on change de rôle. Donc on peut voir que voilà, il y a Loukachenko là qui est en train de dire que voilà, les protestateurs sont des moutons. Et puis 2 jours après, il y a une dame de l'autre côté de l'opposition qui a un panneau qui réplique directement à Loukachenko. Donc on a une conversation qui va dans les deux et ils sont en train de convier leurs billets. Comme ça, il y a une réaction. Donc le développement de biais est dynamique et les interprétations sont dynamiques aussi. Et on peut faire des plots un peu plus statistiques parce qu'on a à peu près 400 000 de ces tweets ou de ces trucs de Telegram. Et on peut voir que voilà, il y a ce terme de Yabatska qui est pris d'abord par l'opposition et puis après repris par l'État et vice-versa, et avec quelque chose sur unbelievable. Donc, il y a un empruntage du vocabulaire de l'autre partie pour convier un biais, véhiculer un biais. Sorry. OK. Maintenant, je veux juste bouger ou ajouter un autre élément dans cette perspective. Dans les articles là, de Journal of Logic, Language and Interpretation and Journal of Philosophical Logic, on détaille beaucoup cette interaction entre biais et interprétation. Mais il y a aussi une interaction avec l'apprentissage. Alors, l'idée vient, et ça m'a beaucoup tracassé depuis un moment, et c'est quelque chose sur lequel je travaille dans l'ANR de Philippe sur Slant, non seulement dans c'est que maintenant, la plupart de nous, la base évidentielle pour nos croyances, c'est ce qu'on apprend par les médias ou par, voilà, par les médias, par des livres. Donc ça s'appelle knowledge from testimony. Okay? Et alors, cette connaissance, elle dépend de cette testimony. Et cette testimony, je ne connais pas le mot en français très bien. Pardon? Témoignage. Okay. Oui, mais c'est pas nécessairement d'une personne, quoi. Ça peut être un site. OK. Et ça doit être évalué. Si on est un bon appreneur inductif, il faut l'évaluer pour sa similitude ou pour ce qu'il lui donne. Ça peut être aussi d'autres utilités via des hypothèses qui sont finalement des croyances sur cet témoignage. Et ce témoignage, son interprétation plutôt, peut renforcer ou déconfirmer ces hypothèses évidentielles. Finalement, il y a un problème avec les témoignages dans les médias maintenant. C'est un produit commercial.
Et donc, l'idée de ce témoignage, c'est de capter market share ou audience share. Okay? Alors, donc, il y a quelques conséquences de ça. D'abord, c'est très dynamique, comme on a vu, mais il y a des informations qui s'accroissent et qui s'accumulent presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et parce que c'est aussi, c'est dans l'intérêt de cette témoignage d'être celui qui est cru, comme il devient de plus en plus gros, on a ce phénomène de, bon, je l'ai appelé Probability Wise Model Complete. Et je vous donne la définition là, c'est-à-dire que si, bon, à aucun stage de ce témoignage, phi est impliqué par ça, alors la probabilité de phi, via les hypothèses évidentielles, est 1 moins la probabilité de t étant donné h. Okay? Donc c'est un résultat un peu de complétude, si vous connaissez la logique. Par contre, il y a aussi une logique, une caractéristique de témoignage de soundness, de verisimilitude. Bon, j'ai oublié le mot pour soundness en français. C'est-à-dire que il y a des fonctions hypothèses qui donnent une croyance positive au stage, et puis au fur et à mesure que t devient de plus en plus complet, la fonction va vers 1. Et finalement, comme on est dans un domaine très compétitif, vous verrez que les témoignages s'attaquent l'une et l'autre. Ça, aux États-Unis, on le voit tout le temps sur plein de chaînes, autant CNN que Fox News ou les chaînes encore plus radicales, et la même chose sur social media. Okay? Alors, avec ces propriétés, on peut démontrer que si notre appreneur met à jour ses croyances vis-à-vis un de ces témoignages, un de ces ensembles de témoignages, il devient incapable à apprendre des choses qui sont incompatibles avec ce témoignage. Bon, c'est OK, peut-être. Ça en soi, ce n'est pas déroutant. Mais on peut aussi montrer qu'aucune stratégie épistémique est garantie à renverser ce biais. Donc ça veut dire que tu deviens un prisonnier de ton témoignage et des croyances qui sont confirmées par ça. Donc les biais sont partout, et là on a un exemple de biais qui sont vraiment mauvais, et on l'a vu au moins anecdotiquement, des gens aux États-Unis qui étaient en train de mourir de la Covid et qui croyaient que la Covid n'existait pas parce qu'ils étaient prisonniers dans leur monde induit par des témoignages qui sont argumentatively complete. Donc c'est pourquoi c'est très important, nous croyons, de regarder les projets de loi que l'Union européenne va faire sur les biais. Et là, je le laisse à Laurent. Bonjour. Alors, je vais prendre la suite. Hop. Comment ça marche? Je porte malheur à la machine. C'est bon. Ok. Bon, ben donc voilà. Donc merci. Et donc je vais continuer cette présentation avec déjà voilà, en creusant un petit peu cette histoire de biais dans les outils d'IA. Alors voilà, l'IA c'est actuellement en grande partie quand même basé sur des outils de machine learning qui apprennent à partir de bases de données. Alors des bases de données plus ou moins propres, voilà, plus ou moins bonnes, qui apprennent des modèles. Alors ces modèles qui dépendent de paramètres sur lesquels on a plus ou moins de contrôle, ça marche plus ou moins bien, voilà. Donc il y a toute une chaîne de traitement avec énormément de personnes entre l'acquisition des données, l'apprentissage puis l'utilisation, qui font que, même des fois sans le vouloir, en fait, on a des algorithmes qui vont mieux marcher sur certaines populations que d'autres. Donc là, voilà deux exemples qu'il y a eu.
Ben là, c'est Amazon, finalement, qui avait des capacités de reconnaissance donc du genre homme-femme sur de la vidéo, qui n'étaient pas du tout les mêmes donc, entre homme, femme, noir, blanc. Donc là, on voit les différences qui sont assez énormes. Donc lighter males, donc 100%. Donc ça marchait très bien. Une femme de couleur assez foncée, ça marchait beaucoup moins bien. Donc là, on voit que enfin, ces algos ont des biais. On va les définir un peu mieux après. Mais on voit que ça a un vrai impact. Les gens ne contrôlent pas. Je pense que personne n'a voulu avoir des algos qui marchaient mieux sur certaines populations que d'autres. Mais cet enchaînement de traitements a fait ça. Après, pareil, Amazon, qui a des algos de recrutement qui sont biaisés en défaveur des femmes. Alors je doute très fort que chez Amazon, ils veuillent avoir des algos biaisés en défaveur des femmes. C'est très mauvais en termes de réputation d'entreprise. Ceci dit, le fait d'utiliser des algos comme ça en tant que boîte noire conduit à ça. Donc là, je peux faire un petit topo de 30 secondes du coup pour dire que des scandales comme ça, voilà, je vous en montre deux, mais il y en a eu d'autres. Et du coup, il y a toute une communauté qui commence à être assez forte, une sous-communauté du machine learning, qui traite de ces biais, justement, de comment les réduire, comment les comprendre. On va voir que c'est important aussi. Donc pourquoi? Parce que voilà, on a des boîtes noires. Ces boîtes noires prennent en entrée beaucoup de données, des images, là, du texte, tout ce qu'on veut, font des prédictions, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça, c'est un vrai problème. Alors la slide un peu stat, il y en a une, voilà, je viens d'un labo de statistiques, donc voilà, je ne pouvais pas m'en empêcher. Donc voilà, donc juste pour définir statistiquement ce qu'est un biais, donc cette communauté a travaillé dessus, on a un petit peu formalisé les choses. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais voilà, on a vraiment ces informations d'entrée, donc X et S. Donc là, ça peut être une photo, ça peut être un texte, ça peut être ce qu'on veut. Donc X, c'est vraiment l'information de base. S, c'est une information, donc c'est une variable dite sensible. Donc par exemple, ça peut être le genre homme-femme. Donc cette information peut être dans les données ou non. Elle peut y être indirectement. Si on a une photo de femme, en général, l'information est représentée de manière latente. Elle n'y est pas directement, c'est qu'un ensemble de pixels, mais on peut la voir. On va voir que dans le texte, c'est ce que présentera Fanny, on peut aussi avoir potentiellement ce genre d'information, même si ce n'est pas marqué nulle part. Donc voilà, on a ces informations qui nous permettent de prédire un Y, donc la sortie. Alors on peut dire accès à un crédit ou non, reconnaissance de quelque chose, voilà. On a des règles de décision. Ces règles de décision, c'est notre algorithme boîte noire qui dépend de paramètres qu'on va apprendre à partir d'exemples. Donc, je ne vous fais pas un cours de machine learning, mais voilà, c'est la notation qu'on utilise. On va considérer qu'un algorithme est fair, on va dire équitable, juste. Il n'y a pas de consensus en français là-dessus. À partir donc de cette variable S, s'il y a une indépendance entre la distribution, donc soit des prédictions de Y par rapport à S, donc là c'est pour dire c'est orthogonal. En gros, il y a une indépendance entre par exemple le fait d'accorder un crédit pour acheter une maison, voilà, par rapport à la variable homme-femme, ou la variable âge, ou ça peut être ce qu'on veut, ou origine géographique, enfin voilà, on peut en trouver beaucoup. Là, il y en a une un petit peu plus subtile qui est indépendance de la prédiction par rapport à cette variable sensible connaissant la vraie prédiction. Donc en supposant qu'on connaisse la vraie prédiction qui serait équitable, est-ce qu'on a une dépendance entre la prédiction et cette variable sensible? Donc voilà, donc il y a cette définition de ce qu'est la fairness, ce que sont les biais. Donc ces biais, c'est justement par rapport à une variable comme ça, en tout cas le biais algorithmique qui pose problème, par rapport à une variable comme ça, c'est ne pas être indépendant. Donc voilà, il y a toute une communauté là-dessus. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais juste vous dire quelque chose. Donc un travail qu'on a fait avec des collègues de l'IMT, donc pas sur un jeu image, ni un jeu NLP, mais sur un jeu de données justement de prêt bancaire. Donc on a montré, ça c'est grave à nos yeux dans tous les cas, que apprendre
une stratégie de prédiction automatique à partir de données biaisées, renforcer ce biais. Donc des biais dans la société, il y en a. Les limiter, ou voilà, ça peut être des choix politiques des fois, c'est des choix de société. Mais quoi qu'il en soit, il y a un consensus absolu sur le fait qu'on ne veut en aucun cas renforcer les biais avec des algorithmes de machine learning par rapport à ce qui existe déjà dans la société. Donc vraiment, voilà, on veut à minima limiter ça. Et clairement, nous, ce qu'on a montré sur un jeu de données, c'est que ces biais étaient renforcés. Donc voilà. Donc là, on a parlé NLP, on a voilà, sur des applications, ces biais, le fait qu'il y ait une communauté statistique qui s'y intéresse, mais le droit aussi s'y intéresse. Donc là, à partir du moment où il y a une communauté en machine learning qui s'est posé des questions, les entreprises donc, ont leur réputation en jeu, donc c'est normal, on commençait à s'interroger dessus, on finançait une communauté, évidemment. Il y a aussi plusieurs entreprises, des villes, des structures administratives, enfin, qui ont posé des chartes éthiques sur l'utilisation de l'IA. Après, alors là, je répète ce que disent les juristes, mais je pense qu'ils ont raison. C'est finalement des solutions éthiques, on en fait ce qu'on en veut. Il en existe une bonne cinquantaine. Si une entreprise se sait être mauvaise sur certains points, et que là, finalement, une charte éthique colle pas trop avec les problèmes qu'on a, on peut en sélectionner une autre, on peut faire notre petit marché et dire « Ah, c'est bon, nous, on respecte cette charte éthique ». Donc finalement, ces chartes éthiques, c'est bien, mais ce n'est pas très solide en termes de confiance qu'on peut accorder dans les entreprises qui proposent ces solutions. Donc là, pour rétablir cette confiance, donc là, la Commission européenne a proposé un texte donc, qui est actuellement amendé, c'est-à-dire pendant les 2-3 prochaines années, il va être discuté, adapté, voilà, il va y avoir un petit peu d'action de lobbying, enfin voilà, il va y avoir pas mal de choses pour faire évoluer ce texte, mais dans ces grandes lignes, il donne une idée du droit qui va régir la commercialisation des outils d'IA en Europe. Alors soit par des Européens à l'extérieur, soit des gens de l'extérieur vers l'Europe, soit Europe vers Europe. Bon, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est assez fort. Donc voilà, ce texte, vous pouvez le retrouver sur Internet, là, à cette adresse. Alors, comme c'est ce que je vais vous dire, il est un petit peu long quand même. Ça fait 108 pages plus 17 pages d'annexes, qui contient 85 articles sous-structurés en 12 titres. Alors moi, je n'étais pas juriste, je commence à comprendre un peu ce que ça veut dire tout ça. Mais en gros, c'est lourd. Même les juristes, ils disent on a des années de travail avant de comprendre ce texte. Eux, leur boulot, ça va être de comprendre les implications de ce texte au niveau européen, comment l'articuler avec les droits de chaque pays. Donc il y a pas mal de droits pour rendre applicables finalement ces textes-là. Il y a aussi un travail, comme je vous ai évoqué, de lobbying. Il y a quelques définitions qui sont volontairement laissées un petit peu floues pour pouvoir être adaptées à différentes branches métiers ou à différents contextes dans des pays, mais on a des grandes lignes. Alors dans ces grandes lignes, en particulier, donc parmi les 12 titres, il y a une définition de... Voilà, bon, il y a tout ce qui est utilisation interdite, absolument interdite de l'intelligence artificielle, mais ça c'est assez clair, je reviendrai vite fait dessus. Il y a ce que sont les systèmes d'IA à haut risque, les obligations de transparence, ce qui vont nous intéresser d'un point de vue recherche. Et puis bon, ben voilà, pour faire peur, je vais dire qu'est-ce qu'on risque si on ne respecte pas ces règles-là d'ici quelques années. Donc voilà. Donc première chose, c'est qu'est-ce qu'un système d'IA considéré comme étant à haut risque par la Commission européenne. Donc pour faire simple, c'est tout ce qui touche à la vie personnelle, tout ce qui peut changer la vie d'un individu. Donc par exemple, il y a l'accès à l'emploi. Voilà, si on utilise des algorithmes pour avoir accès à un emploi, eh ben, s'ils sont basés sur des solutions d'IA, ce qui peut être le cas, on est sur un système d'IA au risque. On peut avoir voilà, tout ce qui est le droit. Donc, chez nous en France, on n'est pas trop là-dessus. Mais s'il y a de la justice faite par l'IA, voilà, c'est un système à haut risque. Il y a voilà, les contrôles aux frontières, l'administration, la justice, l'accès aux services publics. Donc toutes ces choses-là voilà, sont considérées
si on utilise de l'IA là-dedans, c'est considéré comme du haut risque. Alors voilà, donc nous, un article qui nous intéresse, c'est l'article 13. Cet article 13, donc allez, je vais traduire à la volée. Donc les systèmes d'IA à haut risque doivent être conçus et développés de manière à assurer que leur utilisation est suffisamment transparente pour que les utilisateurs puissent interpréter les sorties du système et leur utilisation de manière appropriée. Donc voilà. Donc en gros, voilà, il faut qu'il y ait un niveau de transparence qui soit suffisamment clair pour que l'utilisateur et la personne qui va être impactée par la décision comprennent ce qui se passe. Donc voilà, après on dit il faut que il y ait des règles aussi, un manuel d'emploi qui soit suffisamment compréhensible pour tout le monde. Donc en gros, il faut que les solutions, toutes ces décisions prises automatiquement par IA puissent être compréhensibles par un utilisateur. Je pense que tous ceux qui font du NLP commencent à se dire « Oula, là, quand on fait du BERT, tout ça, oula, pourquoi ça marche? On ne sait pas, on sait que ça marche. » Donc voilà, donc il y a tout un travail pour comprendre ces décisions. Après, dans les détails, ça c'est des choses qui vont être discutées, mais il faut quand même commencer à se questionner pourquoi ça marche, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Alors, une petite parenthèse, donc autre chose aussi, c'est qu'il faudra dire quelle est la performance des systèmes d'IA sur des groupes de personnes sur qui le système pourrait être utilisé. Donc voilà, donc il y a aussi cette notion de fairness, disons il ne va pas falloir que, en tout cas si le système d'IA est meilleur sur un groupe de population qu'un autre, il faudra le mettre explicitement dans ce mode d'emploi. Donc pour continuer, pour faire peur, donc ce qui est prévu, c'est si les systèmes d'IA utilisés ne respectent pas ces règles, ces articles, il y a des amendes qui commencent à être assez costauds. Donc c'est des amendes, alors là, ouais, il y a tout sur ce qui ne respecte pas l'article 5 et 10. Donc là, article 5, c'est ce qui est interdit. Donc ce qui est manipulation de personnes, qu'évoquait Nicolas. Donc tout ce qui est manipulation de population, c'est complètement interdit en Europe. Bon, article 10, c'est il faut faire de la validation croisée, il faut quand même faire des choses un petit peu propres et s'assurer que ce soit bon. Si on ne le fait pas, on risque jusqu'à 30 millions d'euros d'amende ou 6% du chiffre total d'affaires de l'entreprise. Ça, c'est quand même grave. Par contre, voilà, pour d'autres choses, donc là, si on sort de ce qui est interdit ou le fait de ne pas avoir fait de validation croisée, de ne pas s'être assuré que ça marchait bien, on est très haut. Par contre, pour tout le reste, dont ce que je vous ai dit, ces histoires de transparence et de s'assurer, de vérifier, de quantifier si le système marche bien sur différentes sous-populations. Si on ne fait pas ça, donc là on risque jusqu'à 20 millions d'euros d'amende ou 4% du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Donc c'est pour dire, c'est des amendes qui sont très élevées. Alors, une petite tâche positive, voilà, bon, c'est très cher. Par contre, l'objectif, c'est pas d'embêter les entreprises, c'est de s'assurer que les solutions mises sur le marché seront dignes de confiance par l'utilisateur. Donc l'idée, c'est de mettre une norme au niveau européen pour que l'utilisateur puisse avoir confiance dans les solutions d'IA. Donc voilà. Donc voilà, je vais passer le micro à Fanny, donc qui va présenter un travail qu'on fait justement sur cette détection et début d'interprétation des biais qu'on pourrait rencontrer sur des applications à haut risque, donc en NLP. Bonjour à tous. Alors, du coup, je vais illustrer voilà, ce qu'on a dit un petit peu, mais sur un jeu de données en particulier qui s'appelle Bias in BIOS. Donc, c'est un jeu de données qui fait à peu près 4000 lignes, qui contient donc des biographies tirées de LinkedIn, le genre de la personne et son métier. Et en fait, le but, c'est de pouvoir prédire le métier d'une personne en regardant sa biographie LinkedIn. Donc en fait, les applications derrière, ce serait pour faire de la recommandation de métiers aux personnes directement sur LinkedIn. Donc on peut voir vite les problèmes que ça peut poser, parce que si une personne par exemple une femme qui est chirurgien, ne peut pas avoir de poste
parce qu'on considère qu'elle peut, parce qu'on la classe comme infirmière par exemple, ça pose des problèmes un peu éthiques. Et donc en fait, ce jeu de données, il contient pas mal de biais, on le sait, parce qu'en fait, même tous les modèles qui sont appris sur ce jeu de données, n'importe quel type de modèle, que ce soit des modèles très simples de régression logistique ou même des modèles de deep learning, tout ça, à chaque fois on va avoir des biais, donc tout le temps à partir du genre. Et en fait, même si on n'apprend pas avec la colonne genre, l'algorithme en fait apprend le genre par rapport aux biographies. Donc typiquement, si on a du she, du her, on va dire que c'est une femme. Si on a du he, pareil, etc. Donc en fait, l'algorithme va pouvoir capter en fait le genre de la personne à partir de la biographie et l'utiliser et donc biaiser la prédiction à partir du genre. Et on a des techniques donc pour essayer de rendre l'algorithme plus fair. Ces techniques, elles utilisent par exemple, on va les voir, mais en fait elles sont pas assez fortes pour vraiment réduire le biais entièrement. Donc là, je donne un exemple des biographies qu'on peut avoir dans le jeu de données. Donc voilà, c'est des trucs assez classiques. Là, je vais illustrer donc, ce que je viens de dire, mais avec une méthode très très classique, qui est le bag of words avec une régression logistique. Donc le bag of words, comment on le fait? On utilise 200 000 lignes, on choisit 200 000 lignes de manière aléatoire dans le jeu de données, parce que ce sera plus facile pour faire des calculs après. On prend les 20 000 colonnes avec les mots les plus fréquents dans toute la base de données. Et après, voilà, je pense que vous connaissez le principe d'un bag of words. On met 1 si le mot est dans la phrase, 0 sinon. Et à partir de ça, à partir de ce bag of words, on applique une régression logistique one versus all, donc avec une régularisation L2. Donc one versus all, juste pour rappel, en fait, ça va être on va faire une régression logistique classique sur chaque métier. Et en disant, par exemple, pour professeur, on va dire, professeur, ça va être 1. Et toutes les autres métiers, c'est 0. Donc, soit on est professeur, soit on n'est pas professeur. Et on va faire une régression logistique sur chaque métier. Donc voilà ce qu'on va faire pour la régression logistique. Et après, donc, comme je disais, on a des méthodes pour réduire le biais un peu classique. Une des méthodes vraiment basiques, c'est de enlever les indicateurs de genre explicite. Donc comme je disais, he, her, etc. Donc c'est des mots où on sait qu'à partir de ces mots-là, on va pouvoir prédire le genre. Et on ne veut pas pouvoir prédire le genre en fait, parce qu'on sait que sinon l'algorithme va l'utiliser et ça va nous donner des biais qu'on n'a pas envie d'avoir. Donc on enlève, en fait, on va faire un deuxième dataset où on va enlever tous ces mots-là. Donc on prend les biographies, juste on enlève les mots. Donc voilà, comme pour l'exemple, vraiment juste on supprime le mot et on a des biographies comme ça. Et donc avec ça, on va faire un deuxième jeu de données, on va faire un deuxième bag of words et on va faire la même type de régression logistique, donc avec les mêmes paramètres. Donc on va vraiment pouvoir comparer, en fait, on va prendre le même modèle qu'on va juste apprendre sur deux jeux de données différents, un classique et un sans les indicateurs de genre explicites. Et on va pouvoir comparer un peu ces deux modèles, voir en fait si avec ça on a de meilleurs résultats, si on arrive à réduire le biais avec les mesures qu'on prend, tout ça. Donc c'est ce qu'on va regarder dans la suite. Donc voilà, déjà pour le premier résultat qu'on peut regarder, c'est que en fait, en enlevant les indicateurs de genre, on perd peu sur l'accuracy. Donc on a une très bonne prédiction. Donc on passe de 79,19 à 79,06. Donc en soi, c'est quand même quelque chose qui est important pour nous parce que en soi, c'est bien de réduire le biais, mais si la prédiction est trop mauvaise, ça nous sert plus à rien parce que tant qu'à faire, autant faire de l'aléatoire. Et là, on n'a plus de biais, mais ça ne nous aide pas. Donc on est content de se dire que déjà l'accuracy est bonne. Et à partir de là, après, on va définir la définition est-ce qu'on a des biais ou pas sexistes. On utilise un indicateur qui s'appelle le TPR Gender Gap. Donc le TPR Gender Gap, c'est le True Positive Rate Gender Gap. En fait, donc on utilise la définition de True Positive Rate pour un métier choisi et un genre choisi. Donc par exemple, on va dire femme chirurgien. Donc son TPR, ça va être la probabilité qu'un individu soit prédit chirurgien, sachant que c'est une femme et que c'est un chirurgien. Donc c'est comme ça qu'on regarde. Je vous donne un peu la définition empirique après de comment on l'applique en fait en
en vérité. Donc ce qu'on fait, c'est on fait le nombre de true positifs sur le nombre de positifs total, donc pour les femmes, ou là dans ce cas-là. Et le TPR gender gap, en fait, ça va être le TPR donc sur le métier qu'on choisit. Donc là, on va dire chirurgien. Et on va regarder le TPR des femmes moins le TPR des hommes. Et si ce truc-là est négatif, on va dire il y a de la discrimination envers les femmes. Si c'est positif, c'est de la discrimination envers les hommes. Et si c'est 0, on est fair. Voilà. Donc on applique ça. Donc là, je fais un graphe avec... enfin, du coup, on a le pourcentage de femmes dans chaque métier et le TPR gender gap donc associé au métier. Par exemple, on voit que pour le chirurgien, on n'a pas beaucoup de femmes dans les chirurgiens et on a donc un biais assez important en défaveur des femmes. Et pareil, on peut voir l'inverse avec nurse, donc infirmier, où on a beaucoup de femmes infirmières et du coup on a un biais en défaveur des hommes. Et on voit que donc avec les informations de genre, quand on les enlève, on réduit le biais. Donc on peut se dire bon bah sur ça on est content, on se dit ah, bah, en fait ça marche bien, enlever les informations de genre ça réduit le biais, même si ça l'enlève pas totalement, on a de bons résultats en soi. Enfin c'est ce qu'on peut se dire au premier abord. Donc là en sachant que j'ai pris 200 000 lignes et 20 000 colonnes. Pareil, un autre graphe sur ce sujet. Je regarde le true positive rate. Donc comme j'ai dit avant, donc le nombre de true positifs sur le nombre de positifs total, et le false positive rate, qui est le nombre de faux positifs sur le nombre de négatifs total. Et donc on a deux graphes. Je regarde avec et sans les informations de genre. Avec les informations de genre, on voit qu'on a vraiment beaucoup de différences. Typiquement entre une femme chirurgien, elle a vraiment, les prédictions sont très mauvaises sur ça. Une femme qui est chirurgien a peu de chances d'être prédit chirurgien, alors qu'un homme qui est chirurgien a plus de chances d'être prédit chirurgien. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter parce que c'est vraiment un biais. On voit un peu pareil pour teacher, qui va un peu mettre maîtresse d'école. On voit que les hommes maîtresses d'école ont moins de chances d'être prédits, qui sont effectivement maîtresses d'école, ont moins de chances d'être prédits que les femmes, parce que pareil, on a plus d'hommes dans le jeu, de femmes dans le jeu de données, donc à chaque fois on a ces problèmes-là. Juste après pour l'information, pourquoi professeur, on a beaucoup de faux positifs, le faux positive rate est plus haut que les autres, c'est que comme je vous avais montré juste dans la slide. Celle-là, on a beaucoup de professeurs en fait dans notre jeu de données, donc on en prédit souvent quoi. On en prédit plus souvent que le reste, et sachant qu'en plus vu qu'on divise par le nombre de négatifs, on a moins de négatifs vu qu'on a beaucoup de professeurs, on a moins de gens qui sont pas professeurs que dans les autres jeux de données. Donc voilà un peu pour illustrer ces schémas-là. Et après voilà, quand on passe sans les informations de genre. On a quand même une réduction de ces écarts. On le voit, les hommes et les femmes, ça se rapproche quand même les prédictions. Donc on a moins d'écarts, mais on en a quand même toujours. Mais donc en fait, cet écart-là, ce qu'on a remarqué, c'est que le problème avec cet écart, c'est que là, on arrive à le réduire. On dit ah ben tiens, on a une technique qui marche, on va pouvoir l'utiliser, ça sera toujours mieux. Et en fait, c'est pas si vrai que ça. On se rend compte que suivant l'échantillonnage qu'on prend, on va pas du tout avoir les mêmes résultats. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des datasets de 4000 lignes, de 20 000 lignes, de 50 000 lignes et de 100 000 lignes. Et à chaque fois, j'ai pris 5 jeux de données différents. À chaque fois, j'ai pris 5 fois 4000 lignes de manière différente, 5 fois 20 000 lignes, etc. Et à la fin, sur tout ça, du coup, j'ai 20 échantillons. 5 de 4000 lignes, 5 de 20 000 lignes, 5 de 50 000 lignes et 5 de 100 000 lignes. Et ces 20 échantillons, en fait, je vais un peu les analyser. Je vais à chaque fois, je vais faire une régression logistique dessus. Je vais faire la même technique que ce que je faisais avant. Et pareil, je fais avec et sans les indicateurs de genre. Et en fait, quand je fais ça, on se rend compte que les résultats ne sont pas vraiment ce qu'on attend. En soi, à des moments, on a l'impression que ça réduit beaucoup de genre. Le biais, des fois, ça le réduit quasiment pas. Des fois, ça l'amplifie un peu. En fait, voilà, on n'a pas vraiment de vraies solutions. En fait, c'est ça qui est un peu piégeur, c'est que, c'est ce truc un peu avec
le NLP, c'est que le langage est tellement varié que suivant ce qu'on regarde, on va pas du tout avoir les bons résultats. Donc la vraie question, c'est de se dire, mais est-ce qu'on va pouvoir... En fait, quand est-ce qu'on peut dire qu'on a réduit le biais parce que suivant l'échantillon qu'on prend, on va pas vraiment réduire le biais. Donc est-ce qu'à un moment on peut dire, bon bah là c'est bon, j'ai assez de lignes pour dire que j'ai réduit le biais? Ou est-ce que c'est juste, on peut se dire, c'est juste l'échantillon que j'ai pris, peut-être qu'il n'est pas représentatif et que ma technique se généralise pas? Voilà, en fait on a un problème de généralisation qui marche pas bien. Donc là par exemple, là sur les graphes que j'ai fait, on regarde le pourcentage de femmes qui sont qui sont vraies positives dans les... le pourcentage de femmes dans les chirurgiens vrais positifs. Et on se rend compte, déjà, pour 4000 lignes, on a des écarts énormes. Bon, ça, on s'y attend en soi, parce que 4000 lignes, c'est petit, vraiment petit comme échantillon. Sauf que plus que ça, déjà, on a l'impression que ça augmente pour 4000 lignes, mais c'est pas toujours vrai. Et pareil, après, pour les autres, en fait, là, typiquement, on a l'impression que pour 50 000 lignes, ça augmente d'enlever le genre. Mais en soi, ça augmente moins pour 100 000 lignes. Et ça augmente moins pour 20 000 lignes. Donc en fait, on n'a même pas de relation linéaire entre suivant si on prend plus de lignes ou pas. Enfin, on a vraiment ce côté où on se dit, bon bah, en soi, est-ce qu'on a vraiment arrangé quelque chose ou juste ça fait un petit arrangement, mais on n'a pas vraiment, voilà, suivant en fait, suivant l'échantillon qu'on regarde, on va vraiment pas avoir les mêmes résultats. Donc d'ailleurs, c'était un peu le problème en début de test, parce que je regardais sur des petits échantillons. Et suivant les échantillons que je prenais, j'avais vraiment des résultats contraires. Donc je me disais, bon, en fait, on peut vraiment rien conclure. Et c'est ça un peu le problème avec ça, c'est de se dire, voilà, quand est-ce qu'on va pouvoir dire, là j'ai réduit le biais et j'en suis sûr, j'ai vraiment réduit le biais en général. C'est ça un peu la nouvelle question qu'on peut se poser. Donc pareil pour le TPR Gender Gap, on a l'impression que pour 4000 lignes, on le réduit énormément. Puis on le réduit moins pour 20 000 lignes, un peu plus pour 50 000 lignes. Enfin, on n'a pas vraiment de... On peut pas dire grand-chose de ça. Après, bon, voilà, je passe sur une autre problématique qui est de... là, on a fait ça, comme je vous ai dit, avec un bag of words et de la régression logistique. Donc des choses assez simples. Mais en soi, on a aussi ce truc de se dire, en fait, on va avoir... la structure syntaxique qui va vraiment rentrer en jeu pour pouvoir vraiment prédire correctement les métiers. Voilà. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplifié un peu le jeu de données. J'ai filtré, gardé uniquement les médecins et les infirmiers. Et donc ça me fait, ça m'a beaucoup réduit les lignes, donc j'avais plus que 80 000 lignes. Et j'ai regardé sur 4000 lignes et sur 80 000 lignes. Et sur 4000 lignes, typiquement, j'ai regardé les relatives features importantes. Donc les mots en fait qui sont le plus utilisés pour prédire le métier. Et dans ces mots, on a des trucs classiques, typiquement nurse, nursing, médecine. On s'en doute que ça va être utile pour prédire si c'est une infirmière ou pas. Mais on a aussi par exemple le mot but ou des mots en fait qui sont plus de la structure de la phrase que vraiment des mots qui sont censés être utiles pour prédire le métier. Et donc on se dit, est-ce que en fait suivant les métiers ou suivant le genre, la personne ne va pas s'exprimer pareil sur LinkedIn, ne va pas utiliser les mêmes mots, ne va pas utiliser les mêmes structures de phrases. Donc ça va être vraiment un truc où on peut dire, grâce à ça, on va pouvoir avoir des informations. Mais aussi le danger, ça va être que ça va permettre de prédire le genre, en fait, la structure de la phrase. Et donc voilà, après pour 80 000 lignes, on a juste, on a moins ces informations-là parce qu'on a plus de lignes. Et donc juste, je finis sur la dernière slide, c'est pour là cette fois-ci, je regarde le problème en général et j'essaie de prédire le genre. Et en fait, quand je prédis le genre, quand on a les informations de genre, on a les mots classiques qui apparaissent, he, her, etc. Mais en fait, on en a d'autres qui apparaissent, auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et voilà, on a toujours cette structure qui fait que, en fait, on va avoir une structure qui va vraiment jouer et il va falloir pouvoir modéliser ça proprement et pouvoir dire on veut que la structure de la phrase, s'il y a une structure différente entre les hommes et les femmes, qu'elle ne rentre pas en jeu dans le choix du métier en fait, puisqu'on ne veut pas que le genre rentre en jeu dans le choix du métier. Donc voilà, merci.
Merci. Je ne sais pas si, pour qui est ma question, peut-être un peu pour Fanny ou pour Laurent, je ne sais pas. Ce que vous présentez, c'est que d'un côté, donc on sait que le monde, les datasets en général sont biaisés, donc notamment ici avec les infirmières et les médecins, etc. Et d'un autre côté, on sait que les modèles peuvent avoir tendance à amplifier ce biais, ce qui est vraiment très problématique. Et que ce soit au niveau des modèles que tu essaies d'implémenter ou au niveau légal européen, est-ce que le but, c'est de ne pas amplifier les biais dans les modèles, ou est-ce que le but, c'est de se débarrasser de tout biais? Parce que pour moi, les deux questions sont très différentes. Si on a un modèle qui reflète le monde tel qu'il est et le monde est biaisé, c'est déjà bien, je trouve. Si vous devez en plus créer des modèles qui enlèvent tous les biais qui sont présents dans le monde, c'est utopique et je ne pense pas qu'on y arrivera jamais. Donc je ne sais pas au niveau légal ou au niveau implémentation. En tout cas au niveau implémentation, pour l'instant on est vraiment au problème où on amplifie les biais qui existent. Et déjà, ça c'est la première problématique, c'est de dire on aimerait réduire ces biais-là. Donc on n'est même pas à se demander est-ce qu'on va pouvoir réduire plus le biais. Déjà juste réduire les biais qui existent, les biais qui sont amplifiés. On aimerait qu'au moins par exemple il y a 14% de femmes chirurgiens dans le jeu de données de base. On aimerait qu'il y en ait au moins 14% dans le jeu prédit, ce qui n'est pas le cas. Là on en avait 10%. Donc c'est vraiment déjà ces problèmes-là qu'on règle. Et après, je pense que c'est des questions un peu ouvertes et ça dépend un peu de l'appréciation. Ouais, je vais compléter un peu, juste en disant, ok, il y a ces biais qu'on renforce, oui. Ça, l'idée, c'est vraiment bon. C'est évidemment d'essayer de les enlever. Je vais y revenir après. Les limiter, finalement, c'est un choix politique. Après, techniquement, on sait faire. On sait faire, ça commence à être bon. Par contre, ça se fait en enlevant de l'accuracy. On est moins précis. Il n'y a rien qui est gratuit. Donc, si on commence à enlever ces biais-là, on perdra. Voilà. Après, on peut le vouloir ou non. Ce n'est pas à moi de décider. Techniquement, on y arrive à peu près. Par contre, voilà, cette idée de déjà ne pas renforcer les biais, il y a une idée sous-jacente et qui est explicitement dite finalement dans le règlement européen, peut-être pas pour la même raison, c'est qu'il faut comprendre ce qui se passe. Si on arrive à comprendre pourquoi une décision est prise, quelque part, ne serait-ce que même si la décision est injuste et qu'on arrive à dire qu'elle est injuste parce que, pour la raison, voilà, celle-là, l'humain, de toute façon, il y aura toujours un humain qui aura le dernier mot. On dira, ah oui, mais on a dit non parce que ça, et ça, c'est quelque chose qui est socialement inacceptable. Donc, il y aura toujours au moins un contrôle pour dire, ah ben oui, mais non, ça, c'est pas possible. Ou alors une boucle de, ok, on a compris que l'algo renforcer les biais était injuste à cause de ça. Bon, ok, on va essayer de réduire l'influence de cette variable. Mais cette variable, elle peut être latente dans les données. Elle ne peut pas être directement expliquée. Ça, c'est vraiment la difficulté. Je ne sais pas si ça répond. C'est à propos de la variabilité importante qu'on trouve dans l'échantillonnage. Ça me paraît assez fortement probable que c'est lié au modèle, parce que c'est vrai que le modèle Bag of Words, c'est quand même très très simpliste d'un point de vue langage. C'est quoi les performances de classification d'un modèle plus ou moins actuel, on va dire, pour la prédiction elle-même Alors, du coup, en soi, c'est pas bien meilleur. Enfin, là, on a du coup du 79% pour de l'accuracy. Et dans des modèles de deep, avec vraiment plus, genre avec un word embedding, par exemple, comme en utilisant fast text et un modèle de deep learning, on va avoir du 85 à peu près. Donc en soi, c'est meilleur, mais on n'a pas une différence si énorme, quoi. Et après, l'accuracy est assez bonne. C'est relativement, je n'oserais pas dire vieux, parce que ça doit être 3 ans, mais... Mais peut-être il y a quelque chose quand même à contrôler là-dessus, avec des modèles qui sont un petit peu plus justement, qui vont tenir compte des similarités entre mots de façon intrinsèque sans même rentrer dans de la syntaxe explicite. Donc ça permettrait peut-être de mieux contrôler cette variance, au moins. Je ne dis pas que ça serait des résultats plus intéressants, mais ça les rendrait peut-être plus stables sur les échantillons que vous avez fait. Oui, mais on aimerait bien aussi comprendre pourquoi même ce modèle simple réagit de la façon qu'elle réagit.
Merci, oui. Non, j'ai juste une question. J'avais du mal un peu à faire le lien entre, tu vois, Nicolas, ce que tu disais au début sur les biais qui sont vraiment tu vois, la manière d'interpréter une image est représentative d'une opinion, d'une volonté de faire passer un message, etc. Et là, on est vraiment dans des biais qui, pour moi, sont plus du côté des unbalanced datasets, quoi, où effectivement, on a beaucoup plus d'hommes chirurgiens que de femmes chirurgiennes, à l'inverse pour les nurses. Et là, on est vraiment dans un problème, on va dire, beaucoup plus simpliste, quoi. Et comment tu fais le passage de l'un à l'autre, et en quoi, si tu veux, une opinion sur un fait peut apparaître comme un biais dans le même sens que le biais est présenté ici, quoi. Pour moi, c'est pas très clair. Excuse-moi Fred, j'ai pas compris les deux. Oui, les deux cas. J'ai pas entendu très bien. Ouais. Non, je disais que la manière dont donc tu parlais au début que l'interprétation qu'on peut avoir d'une même image était représentative du biais qu'on pouvait avoir sur cet événement, quoi. Et pour moi, j'ai du mal à voir en quel point c'est la même chose que quelque chose qui est plus du niveau de l'unbalance dataset. Ouais. Oui, non, ok, non, je comprends tout à fait. Et on n'a pas été super clair là-dessus. On peut, par exemple, maintenant je parle plutôt d'un biais systémique. Je prends le choix de variable, est-ce que c'est Fox News ou pas? Voilà, donc ça c'est mon variable S dont Laurent parlait. Alors là, si on voit tout d'un coup que ça influence beaucoup cette probabilité-là, on peut dire que voilà, la fonction de croyance de cette personne est biaisée relative à cette variable. Ceci dit, c'est pas mauvais ou pas mauvais, sauf que maintenant on réfléchit un peu sur nos habitudes épistémiques et on commence à dire mais pourquoi juste parce que c'est dans Fox News, c'est bien quoi, que je l'accorde une bonne probabilité. Là, ça commence à être un biais qui est moins bon, quoi. Et puis après, on peut faire aussi l'écart, malheureusement, de ces croyances sur, par exemple, est-ce que le Covid existe ou pas, via un entraînement sur un testimony là-dessus, donc qui est très sensible à la variable S égale Fox News. Et on voit une variance avec la vérité, bon, disons, objective assez grande, quoi. Et là, on peut se dire vraiment, cette variable et cette dépendance épistémique a aggravé un biais qui était déjà là, ou pas, mais on voit que l'écart avec la vérité peut devenir énorme. Je sais pas. Bon, un petit complément technique. C'est un autre élément de réponse qui est sur les déséquilibres. Donc, quelque chose d'important qui n'a pas été mentionné, c'est que les biais là qu'on rencontre ne sont pas dus à des déséquilibres. On peut le tester, on peut rééquilibrer les données. Non, le biais est dû à des choses beaucoup plus subtiles dans les données. Ce qui a été évoqué par Fanny avec le but qui ressort de temps en temps. On est sur des modèles très simples de représentation de données, mais on a des petits éléments qui nous mettent à la puce à l'oreille pour des perspectives de ce travail. J'avais fait du coup l'expérience avec les médecins contre les infirmiers. J'avais aussi fait en rééchantillonnant, en mettant 50% de médecins femmes, 50% de médecins hommes, 50% d'infirmiers femmes, 50% d'infirmiers hommes. Et j'avais quand même des biais qui apparaissaient du coup, parce que c'était lié au langage et de la façon dont les personnes se présentaient ou parlaient d'elles. Ça répond, Fred? Ok.